Donc voilà, bon, je propose en guise de chauffe, si on peut dire, de revenir sur l'exercice 28. Alors il paraît qu'on l'a déjà corrigé, je m'en souviens plus, c'est possible. Et donc est-ce qu'on peut le regarder vite fait, justement, la lumière de la notion d'équivalent? Donc j'ai fait un petit corrigé justement qui utilise ces histoires d'équivalent. Alors regardez le petit a. Bon, le petit a c'est vraiment élémentaire, hein. Faut absolument que vous soyez capable de faire ça. Sinus x moins x sur x2, bon, en zéro. Donc on a envie de regarder le développement limité de sinus x, on sait que ça commence par x justement. Donc à quel ordre on va? Bah, plus que 1, puisque sinon ça fait 0 sur x2, on a une indétermination, évidemment. Donc on va plus loin, on va rajouter un terme en x3. Le terme suivant est en x3. Divise par x2, ça tombera vers 0. Donc ça, ce serait l'approche en termes de développement limité. Mais on peut le rédiger aussi en termes d'équivalent. C'est pareil. Donc voilà, vous écrivez le développement du sinus. Et là, c'est donc la nouveauté par rapport à la précédente correction, donc c'est que je vais parler d'équivalent ici. Au lieu de comment dire, de faire de me trimballer les petits taux, quoi. Voilà. Donc j'écris ces choses-là. Donc ça, c'est quoi? Ça, on l'a vu en cours la dernière fois, mardi. J'ai dit que si vous aviez une fonction qui avait un développement limité non nul, disons à un certain ordre, enfin un polynôme, comment dire, le polynôme qui exprime le développement limité à l'ordre n, s'il n'est pas nul, hein, alors la fonction est équivalente à ce développement au voisinage du point, et même à son terme de plus bas degré. Donc ici, par exemple, vous avez sinus x moins x, le terme de plus bas degré du développement de limité de sinus x moins x, quand vous commencez à faire un développement limité de sinus x moins x, le premier terme c'est moins x3 sur 6, d'accord? Donc directement en appliquant le résultat que j'ai montré la dernière fois, sinus x moins x est équivalent à moins x3 sur 6. Vous suivez ou pas? Une fonction est équivalente à son terme de plus bas degré de développement limité. S'il n'est pas nul. Donc s'il y en a un, quoi. Évidemment, si tous les termes sont nuls, ben, c'est embêtant. Il faut aller plus loin dans le développement limité, peut-être. Voilà pour l'instant, donc sinus x moins x, premier terme non nul, celui-là. Donc premier terme non nul, vous pouvez remplacer ici en quelque sorte. Le quotient ici est équivalent au rapport des équivalents. C'est-à-dire je remplace cette fonction par un équivalent et, et à ce moment-là, le quotient initial serait équivalent au quotient que j'aurais obtenu en remplaçant par l'équivalent. D'accord, ça c'est le résultat que j'avais montré sur quand vous avez f sur g, f équivalent, comment on l'appelait? F1 sur g, f équivalent à f1, g équivalent à g1, alors f sur g équivalent à f1 sur g1. Donc là, j'ai juste remplacé le terme au numérateur, la fonction numérateur, par une fonction équivalente. Et ça ne gêne pas, ça passe quand je fais le quotient. Et là, donc là, on est content parce qu'on obtient, enfin simplifie, une fonction qui tend vers 0 en 0. Donc qui admet une limite. Donc ce truc-là aussi admet une limite. Vous voyez, donc c'est par rapport à ma vidéo là, enfin, au cours en direct. Et puis après, j'ai fait, en plus j'avais capturé, j'ai mis sur YouTube. Ouais, je dis des bêtises à la fin, hein, parce que justement, quand la limite est nulle, je dis oui, il faut que la limite soit non nulle. Mais non, on s'en fiche. Si vous avez une fonction, elle est équivalente à une autre qui a une limite, peu importe la limite, qu'elle soit nulle ou pas. La première fonction tend vers la même limite, hein. D'accord? Voilà, pas de problème, on retrouve ça. Ça, c'est le résultat élémentaire, hein, vraiment. Bon, ici, on continue vite fait. Bon, on termine l'exercice pendant qu'on y est. Pareil que je l'ai déjà fait. Je m'en souviens pas du tout. Bizarre. C'est que j'ai pas de mémoire ou je confonds tout. Je confonds les différentes séances. Au fil des années en plus. Voilà. Bon, on regarde ça. Le plus simple, c'est de mettre au même dénominateur. Probablement. Et là, pareil qu'avant. D'accord? On fait un développement limité. Comment ça marche, log d'un plus x? Ça commence par x. Donc on va plus loin. Quel est le terme d'après? Si vous vous souvenez, ben, qu'est-ce que c'est les logs de 1 plus x? En fait, c'est x moins x carré sur 2, plus x3 sur 3, moins x4 sur 4, etc. Donc il faut être capable de le retrouver vite fait, hein, celui-là. En tout cas, le premier terme non nul, c'est celui-là, moins x2 sur 2. Donc, la fonction est équivalente à son premier terme non nul, dans le développement limité, au terme de plus bas degré, si vous voulez. Là, j'y touche pas.
plutôt si, j'y touche. Log 1 plus x équivalent à x. D'accord? Vous voyez ici, vous utilisez un développement limité à l'ordre 2 en quelque sorte, et là l'ordre 1. Bah, c'est selon les besoins de la cause, hein. Il n'y a pas de règle générale, hein. Si, il y a des règles générales. Par exemple, si vous voulez composer le développement limité, regardez le développement limité de la composée, eh ben, il faut faire un développement limité au même ordre pour les deux fonctions que vous composez, par exemple. Enfin, il y a des règles générales de ce genre-là. Là, en fait, on cherche une limite, on cherche pas un développement limité. Bon, on se débrouille, enfin, comment dire, tout en étant correct, hein. On cherche des équivalents de manière à transformer la fonction initiale en quelque chose dont on arrive à trouver la limite, quoi. Bon, ici, on va à l'ordre 1, c'est équivalent à x. Ça sert à rien de rajouter un autre terme. On pourrait dire c'est équivalent à x moins x carré sur 2, par exemple. Donc à ce moment-là, on n'aurait pas x2, on aurait x2 moins x3 sur 2. Ça n'ajoute rien d'avoir ajouté ce terme. Ça va pas changer le résultat, hein, ce sera toujours moins 1,5 là, à la limite. C'est bon? Vous me dites si vous avez le droit de parler, donc vous me dites si c'est trop rapide, hein, si c'est pas clair. Ah, il y a ça aussi, alors je voulais revenir là, le dernier là. Log sinus x sur x. Comment on fait? Ah, il est intéressant celui-là, je l'ai pas corrigé celui-là. J'y crois pas. Je peux pas l'avoir corrigé, avoir déjà oublié. Si c'était il y a une semaine ou deux. On veut ça? Ah ouais. Ah non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est ce truc? Je confonds. Si j'ai. Ouais, bon, bref, je confonds avec un autre. Bon, ça fait rien. On va regarder. Alors, comment ça marche, la log sinus x sur x, hein? Bah, pareil, sinus x équivalent à x, hein. Bon, évidemment, c'est. Bon, attention. Alors maintenant, log d'un équivalent, ça marche pas. Vous n'avez pas le droit de passer au log dans les équivalents. D'une manière générale, vous n'avez pas le droit de composer des équivalents par une fonction comme ça, à gauche. Donc il faut faire attention. Alors donc bon, on regarde, puisque on a commencé, on va terminer l'exercice. Log sinus x sur x, donc vous faites un développement limité de sinus x à un ordre suffisant. Bon, il faut aller plus loin que l'ordre 1, hein, puisque sinon ça ne donnera rien du tout. Donc on va à l'ordre suivant, l'ordre 3 ou 4, c'est pareil, hein, puisque sinus x n'a pas de terme de degré 4. Donc vous obtenez ça. Après, x tend vers 0. Donc moins x2 sur 6 tend vers 0, quand x tend vers 0. Donc vous pouvez utiliser le développement limité de log de 1 plus y. Avec y égale moins x2 sur 6, oui. Bon, ce document, je vais le mettre sur l'épi, hein, il n'y est pas pour l'instant, mais je vais le mettre tout à l'heure, bien sûr. Je peux le partager. J'allais dire je peux le partager. Je peux le partager, mais bon, ça sert à rien. Autant discuter comme ça, je pense. Vous me dites, hein, ça va pas. Qu'est-ce qu'on fait après alors? Ben, on va regarder peut-être développement limité hein, de ce truc-là. Est-ce qu'on peut pas faire un équivalent ici? C'est quoi la fonction là exactement? C'est ça qu'on cherche? Ah non, faut diviser par. Diviser par 1 sur x2 après. Ouais, mais log sinus x sur x. Oui, ici, peut-être qu'on aurait pu déjà parler d'équivalent. Log de 1 plus u équivalent à u. D'accord? Toujours pareil, une fonction est équivalente à son terme de plus bas degré dans le développement limité au voisinage du point. Ok? Donc log de 1 plus y équivalent à y au voisinage d'y. Ouais, en fait, mais bon, faut déjà, enfin, comment dire. Disons, à ce stade-là. À ce stade-là, disons. Cette fonction-là, où on a fait le changement de variable, pardon. On a remplacé y par x2 sur 6. Cette fonction est équivalente à moins x2 sur 6. D'ailleurs, c'est exprimé par cette égalité. Elle est égale à moins x2 sur 6 plus un petit taux de cette chose. En fait. Donc les deux fonctions sont équivalentes. Ok. Bon bah bref, enfin vous voyez. Donc là ici, c'est pas extrêmement utile la notion d'équivalent. Dans le petit c. C'est pas toujours utile, quoi. L'exemple que j'avais donné mardi dernier avec les racines de 4x plus 1, etc., la limite en l'infini,
Dans cet exemple-là, ça marche bien, hein, les équivalences permettent d'aller beaucoup plus vite. Mais là, bon, ça sert à pas grand-chose. Donc, pour résumer, je voudrais pas vous embrouiller non plus, hein. Calculer cette limite, vraiment, c'est un exercice élémentaire. Tout à l'heure, on va faire des calculs beaucoup plus compliqués. Donc l'idée, c'est quoi? Bah, comme c'est original de 0, vous avez une détermination 0 sur 0, bah, il faut faire un développement limité de sinus x, hein. Vous avez un ordre suffisant, bon, l'ordre 3, ça suffit. Ça vous donne en fait, quand vous divisez par x après, ça va vous donner du 1 moins x2 sur 6. Comme log de 1 plus u, c'est équivalent à u, on obtient du moins x2 sur 6, divisé par x2, moins 1 sixième, pas de problème. D'accord? Donc, bon, vérifiez que vous savez bien faire ce genre de choses. Est-ce que je continue? Le 38, on l'a pas fait celui-là. Donc je continue sur l'exercice, bah, c'est l'exercice que j'ai rédigé là, hein, hier et avant-hier. Ça correspond pas à ce que j'ai demandé de travailler spécialement pour aujourd'hui. On pourra le regarder peut-être après. Ok, ça. Donc ça, c'est pas très dur non plus, hein. Après, il y a des exercices beaucoup plus casse-pieds que j'ai fait. Vous allez voir. Attends, je regarde. Le 39, là. Celui-là, horrible. Mais ça, c'est facile. Assez facile. Oui, c'est assez facile. Bon, c'est quoi ça? 1 sur 1 plus quelque chose, en 0. Le truc, le quelque chose en question tend vers 0. Donc, on va utiliser du 1 sur 1 plus u qui tend vers 0. Pas de problème. 1 sur 1 plus u à connaître, comme ça. Peut-être plus facile de retenir 1 sur 1 moins u, qui est la somme des puissances de u. 1 plus u2, etc. Et après, 1 sur 1 plus u, vous changez u en moins u, et vous obtenez cette fonction. Enfin, cette expression. Donc ça, c'est important, hein, parce que ça permet de retrouver log de 1 plus u en intégrant aussi. Donc vraiment connaître. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, 1 sur 1 plus 2x plus x3. Donc, on pose u égale 2x plus x3. U tend vers 0 quand x tend vers 0. Et on va utiliser on va composer en quelque sorte les développements limités. Ce développement limité là, et le développement limité de 2x plus x3. En fait, il n'y a pas besoin de développement limité, c'est un polynôme en 0. Le développement limité, c'est quoi? C'est des approximations polynomiales des fonctions, hein. Bon, si vous avez déjà un polynôme, pas besoin de le développer. Bon, bien sûr, si vous cherchez par exemple le développement limité à l'ordre 1 de 2x plus x3, bah, ce sera 2x plus petit o de x. Vous pouvez oublier ce terme-là à ce moment-là, qui sera un peu négligeable devant x. De toute façon, ben, alors on veut aller à l'ordre 3, donc il faut utiliser le développement limité à l'ordre 3 de ça, et le développement limité à l'ordre 3 de 2x plus x3. C'est-à-dire on garde tout le polynôme. Ok, on y va. Donc on remplace u là ici par 2x plus x3. Pof, pof, pof. Et en fait, comme on veut développer une unité à l'ordre 3, on garde que les termes de degré inférieur égal à 3. Donc tout ça, je suppose que vous savez à peu près bien le faire, hein. J'espère que j'ai raison. Alors quels sont les termes de degré inférieur égal à 3? Bon, il y a ça n'a pas de problème. Ensuite, on a ici. Alors ici, qu'est-ce qui est de degré inférieur égal à 3? Bah, le carré de 2x, hein, c'est tout. Parce que dès que vous prenez un terme en x3, ça fait du degré 4 au moins. Donc on a le 4x2. Ici, quels sont les termes de degré inférieur égal à 3? Bah, le cube de 2x, et c'est tout. Moins 8 avec un moins 8x3. Voilà, donc c'est fini. Voilà, je continue. Attendez, c'est quoi la fonction exactement? C'est ça. Alors, pareil, ordre 3. Alors, ça a l'air de ressembler parce que, bon, alors c'est pas 1 plus un truc qui tend vers 0, c'est 2 plus quelque chose qui tend vers 0. Donc, si je factorise 2, j'aurai 2 facteurs de 1 plus x sur 2. Et le 1 sur 1 plus x sur 2, ben bon, c'est un peu comme ici, quoi. On va utiliser le développement limité de 1 sur 1 plus u. Vous me suivez? Alors, en haut, qu'est-ce qu'on a?
comment on fait? Quelle est l'approche? Donc, il y a plein de façons de faire, hein. On pourrait aussi faire de la division selon les puissances croissantes, on pourrait faire plein de choses. Bon, il y a une remarque ici qui est peut-être pas mal, c'est x4. x4, on veut l'ordre 3. Mais x4, c'est un petit taux de x3. x4 est négligeable devant x3. Et là, en dessous, ça dépend, ça tombe pas vers 0, hein. Donc ce terme-là, x4 sur 2 plus x, est un petit taux de x3. Donc on peut l'oublier en fait, il sert à rien dans le développement limité cette fonction. On peut très bien l'enlever, il y aura le même développement limité à l'ordre 3. Le même polynôme, comment dire, la même partie polynomiale dans le développement limité. Voilà ce que je dis là. Notons que le terme de degré 4 ne joue pas de rôle. Parce que x4 sur 2 plus x, bah c'est x3 fois x sur 2 plus x. Cette fonction x sur 2 plus x tend vers 0 en 0. Donc vous avez vraiment là, ici la définition d'un petit o x3, x3 fois une fonction qui tend vers 0 en 0. Suivez, j'espère. Donc ça veut dire, bon, c'est juste une petite... Bon, on n'est pas obligé de remarquer... Si vous remarquez pas ça, c'est pas grave. Faites vos calculs comme on fait par la suite. Il y aura un terme en x4 en plus, bon, vous vous rendez compte à la fin qu'il n'apporte rien du tout, quoi. Mon cours de route. Bon bref, ce terme en x4, je peux l'oublier et me concentrer juste sur x sur 2 plus x. On aura le même développement limité à l'ordre 3, enfin la même partie polynomiale du développement limité. Au bout du compte. Donc x plus 2 plus x, alors ici on peut faire donc une division sur une puissance croissante, on peut faire x fois le développement limité, comment dire, on pourrait, comment dire, diviser par 2 en haut et en bas, on aura x sur 2 sur 1 plus x sur 2, et à ce moment-là multiplier x sur 2 par le développement limité de 1 sur 1 plus x sur 2. Alors je propose encore une autre façon, ici, un peu plus astucieuse, qui revient presque au même, hein. N'importe quelle, bon, de toute façon, quelle que soit la méthode, hein, ordre 3 pour ce truc-là, ça va assez vite, hein. Vous avez compris les 3 méthodes ou pas? Je reprends. Première méthode, je fais une division selon les puissances croissantes, de x par 2 plus x. On regardera un exemple, hein, tout à l'heure, de division selon les puissances croissantes, si vous avez oublié comment ça marche. Deuxième méthode, je multiplie x par le développement limité de 1 sur 2 plus x. Alors comment je trouve le développement limité de 1 sur 2 plus x? Bah faut factoriser le 2, là, faut le sortir le 2. 1 demi facteur de 1 sur 1 plus x sur 2. Et après, vous utilisez le développement limité de 1 sur 1 plus u, avec u égale x sur 2. Donc d'accord, première méthode, division. Deuxième méthode, produit de x fois développement limité de 1 sur 2 plus x. Et troisième méthode, si on peut dire, enfin c'est juste une astuce de départ. Pour simplifier un peu l'expression. Je suis pas sûr que ça change grand chose. Mais ça me permet de vous montrer d'autres idées en passant, quoi. Là, ce qu'on fait ici, c'est ce qu'on appelle une réduction en éléments simples. Vous avez peut-être vu ça en algèbre. Ou pas, j'en sais rien. Parce que quand je faisais le cours d'algèbre, alors je sais plus si c'était en première ou en deuxième année, je parlais de ça. Réduction en éléments simples. Des fractions rationnelles. Donc ça, x sur 2 plus x, c'est ce qu'on appelle une fraction rationnelle. Il y a un polynôme en haut, il y a un polynôme en bas. D'accord? Et en fait, ça se réduit en éléments plus simples, si on peut dire, ou qui sont tels que le degré du numérateur est plus petit que strictement que le degré du dénominateur. Vous voyez que là, les degrés sont les mêmes. Alors que là, non. Et là non plus. Voilà, c'est une constante. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une réduction d'éléments simples. C'est vraiment bon, un cas simple. Comment ça marche ici? Bah, vous ajoutez 2, vous retranchez 2. C'est le plus simple pour voir comment ça marche. Je fais x plus 2 moins 2. X plus 2 sur 2 plus x, ça fait 1. Il me reste moins 2 sur 2 plus x. Voilà. Donc ça m'évite de faire le produit. Bon, franchement, ça change pas. Ça, je crois que ça change rien du tout, mais c'est juste parce que j'avais envie de vous montrer ça. Donc je réécris différemment la fonction. J'ai mon 1, et ensuite directement presque développement limité de 1 sur 1 plus x sur 2. À partir du développement limité de 1 sur 1 plus u. Ok, vous remplacez u par x sur 2. Toc, comme ça. D'où finalement, si je ne me suis pas trompé dans les calculs, ça. Question, vous m'arrêtez, hein, normalement c'est un TD, je sais pas moi.
Bon, regarde ça alors, tant pis. S'il n'y a pas de questions, tant pis pour vous. Vous allez souffrir. Enfin, j'espère que vous allez souffrir, parce que moi j'ai souffert sur le B. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc? Je sais plus. Bon, on regarde. Après, on change, hein, parce que je vais en avoir marre au bout d'un moment des développements limités. C'est pas très. Comment dire? C'est fastidieux, quoi. Je sais pas si vous aimez ça, mais. Euh, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable en mathématiques, faire des développements limités. Maintenant, il faut savoir le faire, ça fait partie des techniques à acquérir. C'est utile. Donc, on y va. Alors, bon, regardons ça. À l'ordre 5. Bon, avant de se lancer, il faut réfléchir un tout petit peu. Où est-ce qu'on va? Quelle méthode? Quelle est la difficulté? Est-ce qu'il y en a une d'abord? Il n'y a peut-être pas de difficulté sur cet exercice. Comment ça marche? Est-ce qu'il y a des astuces aussi? Il faut chercher des astuces. Il n'y en a pas toujours. A priori, donc c'est en zéro. Qu'est-ce qu'on connaît en zéro? Alors, cosinus. Cosinus U, on connaît en zéro. Cosinus U au carré aussi. Il suffit de mettre au carré développement limité de cosinus U. Là, c'est x plus x2 égale U, quoi. Il n'y a pas de problème particulier. Ok? Donc on compose des développements limités encore une fois. Voilà, cossu, à l'ordre 5. Donc je vais tout mettre à l'ordre 5, hein, pour obtenir l'ordre 5 à la fin. Euh, Ça s'arrête. Oui, il n'y a pas de terme de degré 5, bien sûr. U égale x plus x2 tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc cos x plus x2, je remplace ici dans le développement limité de cosinus. Je remplace u par x plus x2. Ça me donne ça. Et je garde que les termes de degré inférieur égal à 5. Ouais, ouais, je veux qu'on regarde ce genre d'exercice ensemble parce que en général, vous avez des problèmes pour ne pas oublier de termes dans les. Voilà, quand on développe, faut bien garder tous les termes de degré inférieur égal à 5, vous en oubliez toujours un ou deux. Bon, peut-être pas sur cet exemple particulier, hein, mais bon, on verra d'autres exemples. Alors, quels sont les termes de degré inférieur égal à 5? 1, d'accord. Là, tout est de degré inférieur égal à 5, hein, donc je développe tout. Là, x2 plus x4 plus 2x3. Ouf. Là, x4. Alors, comment ça marche là? A plus b puissance 4. Bon, à la limite, il y a la formule du binôme. Bon, on peut voir ça autrement. C'est x plus x2 fois x plus x2 fois x plus x2 fois x plus x2. Donc vous devez prendre 4 termes parmi x et x2. Quand est-ce qu'on obtient un degré inférieur ou égal à 4? Bah, si on prend 4 fois x, inférieur ou égal à 5, pardon. Si on prend 4 fois x, ou bien si on prend 3 fois x et 1 fois x2. C'est les deux seules possibilités, d'accord? Donc si je prends 4 fois x, combien il y a de façons de faire? Bah, une seule. Donc c'est x puissance 4. Si je prends, pardon, 3 fois x et une seule fois x2, combien il y a de façons de faire? 4 façons de faire. C'est ça qu'il faut voir. D'où le facteur 4. Et c'est ça qui est peut-être pas très clair. Donc imaginez, bon, il faudrait l'écrire. X plus x2 fois x plus x2 fois x plus x2 fois x plus x2. Si j'avais un tableau, je l'écrirais. Vous devez choisir 3 fois le terme x parmi les 4 termes et une fois le terme en x2. Bah, le terme en x2, vous pouvez le prendre dans le premier facteur, dans le deuxième facteur, dans le troisième facteur, dans le quatrième facteur. Il y a 4 choix, 4 possibilités. Si vous voulez, ça vient de la formule du binôme aussi. C'est le C4-1 en fait. En fait, il y a 4 termes en x5. Un seul terme en x4 qui vient de x puissance 4, 4 termes en x5 qui viennent de x fois x fois x fois x2, x fois x fois x2 fois x, x fois x2 fois x fois x, x2 fois x fois x fois x. C'est bon? Voilà. Donc après, c'est fini. Ah non, c'est pas fini, il faut mettre au carré encore. Donc après, je mets au carré. Est-ce qu'il y a des difficultés? Bah, faire gaffe peut-être. Là, c'est pareil. Apparemment, il y a quand même des petites difficultés, vous voyez? Je mets ça au carré, je garde que les termes de degré inférieur ou égal à 5. Alors attention, c'est compliqué. Il y a combien? Il y a 5 termes. Puissance 2. Alors, donc, comment on commence? Bon, on commence par les termes de plus bas degré, mettons.
Alors, je mets ça au carré, j'aurais dû mettre la ligne intermédiaire avec ça. Bon, imaginez, vous mettez un carré autour. Mettez ça au carré. Qu'est-ce qu'on obtient? Quel est le terme de plus bas degré? 1. 1 au carré. Un seul terme. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on a comme terme de degré le plus bas possible? C'est cette expression que je mets au carré. Ce polynôme. Quel est le terme de plus bas degré? Bon, il y a la constante 1, et après, il y a un terme en 1 fois x2. D'accord? En fait, ce sera un double produit. On l'obtiendra deux fois. 1 fois moins x2 sur 2, et moins x2 sur 2 fois 1. Donc on obtient moins x2. Je l'ai mis là. Ok, donc bon, il y a un terme de degré 0, on l'a vu. Il y a un terme de degré 2, on l'a vu. Est-ce qu'il y a un terme de degré 3? Bah oui, x3 fois 1. C'est en double produit, encore une fois. Deux fois. 1 fois moins x3, et puis moins x3 fois 1. Comprenez pourquoi c'est deux fois? C'est des doubles produits, hein. Cette somme fois elle-même. Donc moins 2x3. Voilà, c'est ces calculs-là. En fait, c'est des calculs d'algèbre, hein, mine de rien. C'est ces calculs-là sur lesquels vous vous plantez, hein, souvent. Vous oubliez un terme, typiquement. Un ou plus, hein. Vous oubliez des termes. Bon, on a vu le terme de degré 3, c'est bon? Donc je rappelle, qu'est-ce qu'on fait là? On met ce polynôme au carré. On cherche les termes de degré inférieur égal à 5. On a trouvé les termes de degré 0, 1, il n'y en a pas, 2 et 3. Maintenant, est-ce qu'il y a des termes de degré 4 quand je mets ça au carré? Bah, visiblement, il y aura ça fois 1, donc ce sera deux fois, puisque ce sera un double produit. Pardon, est-ce qu'il y en a un autre? Avec x3, non, il n'y a rien qui donne du degré 4. Avec x2, bah oui, je mets ça au carré. Donc j'ai un quart ici pour le carré des moins x2 sur 2, un quart. Et puis après, j'ai moins 2 fois 11 sur 24. Un quart, moins 11 douzièmes. C'est bien, je regarde ça doucement, ça me permet de vérifier mes calculs. J'avais jamais rédigé cet exercice. Je sais pas si j'ai déjà corrigé en présentiel avec les étudiants, je suis pas sûr. Terme en x5 alors. On a presque fini là. Terme en x5, est-ce qu'il y en a? Oui, x5 fois 1 en double produit, donc on aura un tiers. Est-ce qu'il y a autre chose? Avec x4, non, ça marche pas. Avec x3, oui, double produit ici. Vous voyez, il faut pas oublier faut oublier aucun terme. Vous allez me dire, il y a une autre façon de faire, on écrit, on développe carrément tout. Ouais, bon, vous allez vous trimballer. Non, si vous écrivez tout, c'est très long. Bon, moi je sais pas, vous débrouillez-vous pour pas oublier de terme. Donc le terme en x5, on a dit quoi? On a dit 2 fois un sixième, comme ça. Et puis 2 fois un demi, c'est-à-dire 1 plus un tiers. Voilà. Bon, celui-là est vraiment horrible, hein. Je sais pas si j'ai envie de le regarder. Si, on va le regarder, mais peut-être pas tout de suite, parce que là, je suis pas prêt. Vous non plus, je pense. On peut regarder peut-être ça, qui est pas si dur finalement. Ça, c'est intéressant, évidemment. Bon, C, la petite C, voilà. Ouais, bon. Trop simple. Ouais, ça, c'est l'exercice que j'ai envie de sauter, là, pour l'instant. Oui, donc là, j'ai fait par composition. J'ai pas fait par division selon la puissance croissante. Donc, on va faire l'inverse du cosinus. Donc, vous écrivez le cosinus. Alors, le cosinus, c'est 1 plus un truc qui tend vers 0. Ou 1 moins quelque chose qui tend vers 0, comme vous voulez. Donc, si vous voulez l'inverse, vous allez utiliser le développement de 1 sur 1 moins u. D'accord? Ou 1 sur 1 plus u, hein, ça dépend si vous considérez que cosinus c'est 1 plus cette chose, ou si c'est 1 moins x2 sur 2 moins 1 moins ça, quoi. C'est comme vous voulez, les deux approches vous donneront le même résultat à la fin, hein, bien sûr. Alors là, ici, j'ai fait avec 1 sur 1 moins u, parce que je trouve que cette formule est quand même plus simple, avec que des plus. Mais ça revient strictement au même. Le u, à ce moment-là, c'est moins ça. x2 sur 2 moins x4 sur 24. Bon, voilà, on compose. Allez, hop, 1 sur cos égale. Tac. Alors,
Je cherche à l'ordre 5, donc j'utilise développement limité l'ordre 5, et je remplace U par ça, et qui est déjà de degré 2, hein. Donc en fait, quand je mets la puissance au carré, au cube, etc., très vite, ça va faire du degré plus grand que 5 pour x. Par exemple, les U au cube, ça au cube, ça fait degré 6, au moins. Enfin, comment dire, il n'y a que des termes de degré plus grand que 6. Alors, en fait, les termes en U au cube, U4, U5 servent à rien, quoi. Donc vous utilisez, donc vous composez les deux développements, 1 sur cosinus. C'est 1 sur 1 moins U avec U égale ça, plus petit O d'x5. Donc ça fait 1, alors la formule ici, 1 plus U carré, après U cube, U4, U5, ça ne sert à rien. Parce que vous mettez du x2 sur 2 moins x4 sur 24 au cube, qui vous donne des termes de degré 6 ou plus, hein. Et c'est pire quand vous mettez puissance 4, puissance 5. C'est bon? Bon, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Non, rien. Après, il faut identifier les termes de degré inférieur à 5, comme dans l'exercice d'avant. Bon, là, c'est bon. Et là, on développe. Il n'y a que le carré d'x2 sur 2, là. Non? Je dis une bêtise? Non, je dis pas de bêtises, c'est bon. Donc là, c'est facile. Ok, on termine. Enfin, est-ce qu'on termine l'exercice? On va regarder un petit bout de ce truc, hein, mais peut-être pas en entier. D'abord, ça, plus intéressant, je pense. Donc on cherche, intéressant à plusieurs titres. Déjà, puisque, bon, avoir un exposant comme ça qui dépend de x, qui est une fonction de x, en général, ça vous trouble pas mal, enfin, c'est normal d'ailleurs. On avait déjà vu, par exemple, dans les suites, on avait regardé 1 plus 1 sur n puissance n, c'est ça? Ouais. Et on peut regarder aussi la fonction 1 plus 1 sur x puissance x, d'une manière générale, qui doit être quelque part dans le poly vers la fin. Il y a des choses là-dessus. Faudrait qu'on le fasse, cet exercice d'ailleurs. Où est-ce que c'est? Je peux regarder tout de suite. Les TD, là, je suis dessus. C'est vers la fin, là. Un truc comme ça. Voilà. Ah bah non, ça c'est alpha. C'est pas alpha que je veux, c'est x. Voilà. Non, on l'a pas? Si. Voilà. Ce genre de truc. Intéressant. Pas évident. Enfin, comment dire? Euh, Ouais, intuitivement pas évident. Qu'est-ce qui se passe quand x tend vers l'infini, par exemple? J'en suis où? Je reviens sur ce qu'on faisait ici. Donc, quand vous avez une fonction de x là-haut, vous mettez sous la forme exponentielle. Quand vous avez f de x puissance g de x, vous écrivez ça sous la forme exponentielle g de x log de f de x, ou log de valeur absolue de f de x. Pourquoi valeur absolue? Bon. Il y a peut-être des problèmes de définition de la fonction aussi, là, hein. Log de sinus x sur x, peut-être le définir à droite de 0, hein, pour être tranquille, hein. Bon, passons. Donc vous mettez sous forme exponentielle, oui. Ceci, c'est la même chose qu'exponentielle. 1 sur x fois log de ça. J'espère que tout le monde est d'accord avec moi. Bon, après, donc qu'est-ce qu'on veut? On veut un développement limité à l'ordre 2. Alors à quel ordre? Bon, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Sinus, il va falloir le développer sûrement, divisé par x comme tout à l'heure, comme dans le premier exercice qu'on avait fait. Euh, donc aller au moins à l'ordre 3 sûrement, hein. Ça va vous donner l'ordre 2, un log de 1 plus quelque chose à l'ordre 2. Mais attention, on va diviser par x encore. Donc finalement, il faut peut-être aller à l'ordre 4 ici. Donc c'est ce que j'explique là. Pour avoir un délai à l'ordre 2, il faut avoir log de sinus x sur x à l'ordre 3. Pourquoi? Parce on va diviser par x, donc ça va diminuer le degré en quelque sorte du développement limité. L'ordre du développement limité. Si votre log de sinus x sur x est un polynôme en x plus un petit o de x puissance n, quand vous divisez par x, ça devient
ben, le polynôme divisé par x, on espère qu'il est bien défini. C'est-à-dire qu'il faudra que x soit factorisé dans le polynôme qu'on obtient là, hein, évidemment, sinon on aura des problèmes. Plus un petit taux de x puissance n moins 1, vous obtenez un développement limité à un ordre inférieur. Donc, comme on va diviser par x, là, il va falloir de l'ordre 3 ici. Et là, eh ben, pour avoir sinus x sur x, il faut l'ordre encore une unité de plus, puisqu'on va diviser par x. Il faut l'ordre 4, finalement. Donc on y va. On fait cet exercice-là vite fait. On écrit à l'ordre 4, 4, ici. Même s'il n'y a pas de x puissance 4. Il n'y a pas de x puissance 4 dans le développement limité sinus x. La fonction sinus est impaire, donc de toute façon il n'y a que des termes d'ordre impair. D'accord? Mais ça fait rien, je mets petit o d'x4 pour être précis. Comme ça, quand je divise par x, j'obtiens un petit o d'x3. Même s'il n'y a pas de terme de degré 3. Pas grave. On essaye d'être précis, hein. C'est important. Ensuite, je fais le log de ça. Bah, comme tout à l'heure, on compose log de 1 moins u ou log de 1 plus u, comme vous voulez. Moi j'ai mis log de 1 plus u là. Log de 1 plus u dont j'ai rappelé les formules déjà tout à l'heure, à l'ordre 3, et je compose les deux à l'ordre 3, d'accord? Donc c'est pas difficile. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc qu'est-ce que je mets là-dedans? Moins x2 sur 6. Moins x2 sur 6 là-dedans. Suivez? On va faire une pause bientôt de 2-3 minutes si vous voulez, parce que je pense que ça va. C'est très très calculatoire, c'est peut-être un peu pénible à suivre comme ça. Je vais peut-être vite, trop vite, j'en sais rien. Bon, faut finir ça de toute façon, hein. Puis je vais parler un peu de l'autre aussi quand même. Celui qu'on a sauté. Bon, allez, courage. Je remplace u par moins x2 sur 6. Et je veux un développement limité à l'ordre 3, hein, c'est ça? L'ordre 3? Oui, c'est ça, je suis déjà au niveau du log. C'est ça. Donc, je remplace u par moins x2 sur 6, je veux un développement limité à l'ordre 3. Donc j'ai moins x2 sur 6. Après, bah tout de suite ça pose c'est degré 4 ou plus, d'accord? Degré 4, degré 6. Donc il reste que moins x2 sur 6. Voilà. En fait c'est très facile. Enfin, il n'y a pas de calcul, c'est pas calculatoire pour le coup, cet exercice. Il faut juste faire attention à ne pas se tromper dans les ordres de DL. Donc on applique cette formule pour u égale moins x2 sur 6, on retient que les termes de degré inférieur ou égal à 3, et il n'y en a qu'un seul, c'est moins x2 sur 6. Donc finalement on arrive ici, la fonction de départ est égale à l'exponentielle de ça. Donc en gros on a exponentielle x, enfin on a quasiment exponentielle x, c'est pas x, c'est moins x sur 6. Bon, donc encore une fois, changement de variable, vous appliquez la fonction exponentielle, remplacez y par moins x sur 6. Et on obtient ça. Donc le calcul était assez facile. Je sais pas s'il y avait vraiment des pièges. Bon, fallait juste voir il fallait l'ordre 4. Alors si on avait écrit l'ordre 3 par exemple, on aurait mis petit o x3, là ça aurait été petit o x2. Ouais, enfin ça n'a pas trop de sens quoi. Bon, faut être cohérent hein, quand vous faites vos développements limités, quand vous appliquez des formules du type développement du produit, développement de la somme, développement de la composée. En principe, il faut prendre des développements au même ordre de chaque côté, hein. Bon, ok. Bon, donc je voudrais qu'on regarde un tout petit peu. On va pas faire du tout tous les calculs. Je vous laisserai regarder ça. euh, si vous en avez le courage. Mais ça me permet de rappeler comment ça marche. Division selon les puissances croissantes. J'ai pas trouvé d'astuce. Je sais pas. C'est pas moi qui ai inventé cet exercice, hein. Il y a peut-être une astuce. J'ai pas trouvé. Franchement, peut-être qu'il n'y a pas d'astuce. Alors vraiment, c'est un peu sadique de demander l'ordre 5. C'est vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de calculs. Alors, c'est la fonction, c'est ça. Que sinus sur 1 plus tangente. En 0.
Bon, euh, qu'est-ce qu'on fait? Cosinus, on connaît en zéro? Tangente, on connaît pas. Normalement, vous n'êtes pas censé connaître le développement limité de la tangente en zéro, hein, à l'ordre 5. Évidemment, si vous le connaissez, le développement limité de la fonction tangente à 0 à l'ordre 5, avec le développement limité de la fonction cosinus à l'ordre 5, après, ben, vous débrouillez, par exemple, par division directement, selon les puissances croissantes. Mais bon, vous n'êtes pas censé l'apprendre par cœur, il n'est pas spécialement régulier, hein, ce développement limité. Donc, bon, de toute façon, il y aura toujours un calcul à faire de division, hein. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Comme on ne connaît pas tangente, j'ai fait apparaître un sinus en multipliant par cosinus en bas. Puis en haut aussi. Donc, j'obtiens cos carré sur cosinus plus sinus. Et c'est là que je cherchais plus ou moins une astuce, parce que cosinus carré, c'est lié au cosinus de 2x, par exemple. Mais là, il n'y a rien. Ça, c'est quoi? Ça, c'est cosinus pi sur 4 moins x, quelque chose comme ça, à peu près. Un racine de 2 sur 2 près, enfin, il y a rien du tout. Je crois pas, hein. Donc, je sais pas ce que c'est que cet exercice. Mais comme il est dans l'énoncé, comme il est dans le poly, puis comme j'ai commencé de le faire, puis j'ai fini par le finir. Regardons-le un peu. Donc, alors, comment ça marche? En zéro, cosinus carré, on met le développement limité du cosinus au carré, à l'ordre 5, d'accord? Vous cherchez à l'ordre 5, hein. Donc, vous décrivez tout le développement limité à l'ordre 5. Donc, je prends le développement limité du cosinus à l'ordre 5, je le mets au carré. Pourquoi il y a des sons? Normalement, j'avais coupé les sons de connexion. Bon, j'ai du mal à me débrouiller. Bon, passons. Donc, je mets ça au carré. Alors, vous voyez, c'est toujours le même exercice. Essayez de reconnaître quand je développe la puissance, un polynôme puissant quelque chose, les termes de degré inférieur à n, mettons. Ici, c'est 5. N égale 5. Alors, on développe ça. On pourrait écrire tous les termes si on voulait. Je préfère regarder les termes degré par degré à partir du plus bas degré. Terme de degré 0, bah, c'est 1. 1 au carré. Ensuite, est-ce qu'on a des termes de degré 1? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de terme en x là, hein. Pas possible. Ensuite, est-ce qu'il y a des termes en x2? Oui, il y en a deux, le double produit. Donc ça fait moins x2. D'accord? 1 fois moins x2, 1 fois moins x2 sur 2, moins x2 sur 2 fois 1. Ensuite, est-ce qu'il y a des termes en x3? Non, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des termes en x4? Oui, il y a ce double produit là, 1 fois x4 sur 24, et puis moins x2 sur 2 au carré. D'accord? Donc ça vous fait 1 quart plus 1 douzième, comme terme en x4. Après, il n'y a pas de terme en x5, hein, donc c'est fini. Donc vous voyez, bon, ça, c'est pas trop dur. Faut juste pas se tromper, pas oublier de terme. Après, cosinus plus sinus, ben, on additionne les développements limités de cosinus et sinus. Pas de problème non plus. Cosinus, c'est 1 moins x2 sur 2 plus x4 sur 24, plus petit o x5. Sinus, c'est x moins x3 sur 6 plus x5 sur 120. 120, c'est 5 factoriel. Oui, vous laissez pas sous la forme 4 factoriel, 5 factoriel. Faut les changer, Non, vous mettez 24 120, sinon, bon, c'est pareil, là, vous risquez de vous tromper après, vous savez plus. S'il y a 4 factoriel, 4, 41, bon, on sait plus ce qui est écrit. Et puis au bout d'un moment, va falloir faire ça va être pénible, hein, mais il va falloir mettre, quand vous faites les calculs, il va falloir mettre au même dénominateur pour avoir l'expression des coefficients. Alors j'essaye donc méthode division sur la puissance croissante. Alors comment faire sinon toujours pareil, le 1 sur cosinus plus sinus, pardon, c'est 1 sur ça. Donc c'est 1 sur 1 plus u, avec u égale ça. Donc on pourrait composer le développement limité de 1 sur 1 plus u avec, en remplaçant u par ça. On va calculer le développement limité de 1 sur 1 plus u. On le connaît, le développement limité de 1 sur 1 plus u. Donc l'écrire, et remplacer u par ça, puis développer les termes, garder les termes de degré inférieur égal à 5, et après multiplier par le développement limité de cos carré, c'est-à-dire cette chose. Bon, vous voyez, c'est pas très rapide non plus, hein. Je sais pas ce qui est le plus rapide. Ou ce qui est le plus... Ouais, enfin, les deux sont longs, à mon avis. Donc j'ai fait selon les puissances croissantes. Donc je voulais qu'on revienne un peu là-dessus, comment ça marche.
Maintenant, si vous savez pas le faire, enfin bon, si vous voulez pas apprendre comment faire des divisions sur une puissance croissante, moi je vous empêche pas de faire autrement. C'est pas obligatoire de faire comme ça, hein. Effectivement, on peut faire de la manière que je viens d'expliquer aussi. Développement limité de cos carré fois le développement limité de 1 sur cos plus sinus. Le développement limité de 1 sur cos plus sinus à partir du développement limité de 1 sur 1 plus u. Bon, mais c'est long aussi, hein. Les deux sont longs. Bon, allons-y, on essaye, on développe, on divise ça, 1 moins x2 plus x4 sur 3 par ça. Ok? Alors, important quand vous divisez un polynôme par un autre, que là, le terme plus bas degré soit non nul. Sinon, vous allez avoir des soucis. Ça n'ira pas. Pourquoi? Ça va tendre vers l'infini en zéro. Enfin, ça va pas aller. D'accord? Si vous avez une constante ici, là, et là, s'il n'y a pas de constante, si ça démarre par x, mettons, ça ne marchera pas, vous n'allez pas y arriver. Donc ça fait partie des, comment dire, des conditions, hein, pour pouvoir diviser, enfin, appliquer la méthode de la division sur la puissance croissante d'un polynôme par un autre, ou d'un développement limité par un autre, que le terme en dessous du dénominateur soit non nul. Donc si vous avez des termes en x, eh bien normalement vous devrez avoir des termes en x au numérateur aussi. Parce que sinon vous n'arriverez pas à faire un développement limité du quotient. Et donc s'il y a des termes en x en bas et en haut, vous simplifiez par x. Comme ça vous vous ramenez à ce cas-là, où on a une constante, non nulle. Bah, il se pourrait que oui, on ait besoin de simplifier par x carré, hein, entre le numérateur et le dénominateur aussi, hein. Faudrait que je vous donne un exemple. Bon, ouais, je sais pas. Enfin, c'est pas dur, mais bref, je vous donnerai un exemple plus tard. Tout à l'heure peut-être. Donc on y va. Bon, comment on fait alors? Si je divise ça par ça, qu'est-ce que ça veut dire, hein? Bon, alors on sait diviser les nombres entre eux, hein. Je sais pas, 15 divisé par 7. On peut poser une division euclidienne. Bon, c'est un peu la même idée si on veut, je sais pas. Ça ressemble quand même. Donc ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur les termes de plus bas degré. 1 ici, 1 ici. Et vous divisez l'un par l'autre. On va dire c'est idiot. Bon, en tout cas, la première étape, elle est un peu simple. 1 divisé par 1, combien ça fait? 1. Ok. 1 divisé par 1 égale 1. Donc ça, ce sera le premier terme. En fait, ça va vous donner le terme constant du développement limité de f sur g, là, en fait. Le 1. Pour avoir le terme en x, pour continuer, eh ben, il faut soustraire donc le résultat que vous avez obtenu. Il faut soustraire, disons, à la fonction au numérateur. Il faut soustraire le résultat que vous avez obtenu fois le dénominateur. Donc allons-y. Ça, c'est numérateur, moins le résultat que j'ai obtenu 1, fois le dénominateur. Et je regarde ce qui reste. En fait, division selon la puissance croissante. Vous voyez, à chaque fois, à chaque étape, les puissances augmentent. Le terme de plus bas degré augmente. Vous faites disparaître le terme constant comme ça, par cette manœuvre. Et il vous reste un polynôme dont le premier terme est un terme en x. Voilà. Et c'est ce, comment dire, ce reste, hein, c'est un peu comme un reste, hein. Si je divise 15 par 7, j'obtiens 2, il reste 1. Le reste c'est 1 quand je divise 15 par 7. Et là, pareil, le reste c'est, enfin pareil si on peut dire, le reste c'est cette chose-là. Et donc vous continuez votre division. Vous faites après ça divisé par toujours le même dénominateur, par contre, lui il bouge pas. D'accord? Enfin, ça, il est divisé par le même dénominateur, mais en fait vous vous préoccupez que du terme de plus haut degré, hein. Donc c'est 1. Donc c'est vrai que bon. En fait, vous trouvez toujours le terme de plus bas degré du reste, hein, c'est toujours lui qu'on retrouve, qu'on retrouve. C'est toujours lui qui est divisé par 1, donc c'est toujours lui qu'on récupère à la fin. Donc moins x, terme de plus bas degré ici. Moins x divisé par 1, ça fait moins x. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste de quoi? Qu'est-ce qui reste de... Bah, le reste précédent, moins moins x fois le dénominateur. Le reste précédent, moins, ce que j'enlève, moins x fois le dénominateur. Et comme ça, vous faites disparaître le terme en x. Moins moins plus x, moins x, d'accord? C'est fait pour, hein. Et vous arrêtez. Et comme ça, vous passez à l'ordre 2. Enfin, un terme de degré 2.
Ça pourrait passer sauter directement en degré 3 aussi, hein, c'est possible. Hein. Voilà, il y a un terme de degré 2. Si on fait les calculs, si on se trompe pas, moins x2 sur 2, je sais pas où est-ce qu'il est l'autre là. Moins x2 sur 2 plus x2, donc ça fait x2 sur 2. Alors là, vous voyez, ce qui apparaît tout d'un coup, c'est un petit taux d'x5. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où il sort celui-là? Pourquoi petit taux d'x5? Parce qu'il y a des termes en x puissance 6 qui apparaissent. Or, ces termes en x puissance 6, c'est pas comme d'habitude, hein, vous en voulez pas, parce que vous cherchez un développement limité ordre 5, hein, et vous avez bien du... Bon, bref. Donc ces termes de degré plus grand que 5 vous servent à rien du tout, en fait, hein, c'est pas la peine de les garder. Bon, après, il faut continuer, hein. Où est-ce qu'on en est là? On en est où? On en est là, c'est ça? Donc ça, divisé par le dénominateur qui commence par 1, donc on divise par 1. x2 sur 2 divisé par 1, ça fait ça. Et après, on retire x2 sur 2 fois le dénominateur. On retire à quoi? On le retire à ça. Sans le petit o, on s'en fiche du petit o. Donc ce truc-là, moins x2 sur 2 fois le dénominateur qu'on avait au départ. Bon, etc. Bon, je passe la suite. Hein. D'accord. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Au bout d'un moment, on tombe sur un degré 4. Non. Attendez, je sais plus. Alors, est-ce que les calculs sont justes? Je sais pas, j'espère. Au bout d'un moment, parce qu'après, bon, on peut se tromper facilement. On va finir. Hein. J'espère que, je sais pas, j'entends des bruits d'écho peut-être. Tout le monde s'en va, tout le monde en a effrayé par ces calculs. Ou saoulé par les calculs. Mais un peu de courage. On va finir cet exercice dans 2 minutes et après je vais faire une pause. Hein. 3-4 minutes. Où est-ce que j'en suis? Ce que je voudrais, c'est voir la fin. Quand est-ce qu'on s'arrête? Quand est-ce que la torture s'arrête? Vous arrivez à un terme de degré 5 divisé par 1, ça fait ça. Qu'est-ce qui reste? On s'en fiche ce qui reste. Ce qui reste, c'est degré 6. Enfin, comment dire? Oui, c'est au moins de degré 6. Donc on s'arrête. D'accord? Dès que vous tombez sur un terme de degré 5, cherchez l'ordre 5, et ben vous pouvez vous arrêter, ça c'est le dernier terme. Donc le dernier terme, c'est moins 27 sur 40x5. Il apparaît là. Et sinon, tous ces termes-là, paf, 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 c'est tous les termes qu'on a trouvés en route. Où est-ce qu'ils sont? 1. C'est les termes qu'on a trouvés là. 1, moins x, x2 sur 2, d'accord? 1 moins x, x2 sur 2, etc. Bon, vous voyez, bon, ouais, c'est fatigant, hein, c'est fastidieux. Après, il faut mettre tout. Il y a du travail de mise au même dénominateur de fraction. Bon, voilà. Donc, si vous voulez bien, je voudrais bien faire une pause là de 3-4 minutes. Je vais prendre un café. Vous avez des questions, allez-y. Hein. Profitez. Enfin, profitez. Ah, n'hésitez pas. Suggestion d'exercice aussi. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse juste après là? Est-ce qu'on doit faire un exercice que j'avais demandé de regarder? Oui, peut-être. Hmm. Bon, vous n'avez rien à dire? Bon, on se revoit dans 3-4 minutes alors. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Hmm, hmm, hmm. Je vous ai mis le 35 bis là sur l'écran. J'avais demandé qu'on le cherche. Euh, alors il est corrigé, hein. Enfin, il y a une correction sur l'épi qui est bien, qu'on va regarder, qui est pas exactement celle que j'aurais faite moi. Euh,
Ouais, c'est pas que. Ouais, enfin, les deux ont même valeur, hein. Juste des façons différentes de voir un peu les choses. Alors, c'est quoi l'idée là? Regarde le 35 bis, hein. F de 0 égale limite de f de x, en infini. Et la fonction est dérivable, hein, il faut montrer qu'il y a un point où la dérivée s'annule. Ça ressemble beaucoup au théorème de Rolle, cette histoire-là. Ça devrait vous rappeler le théorème de Rolle. C'est quoi le théorème de Rolle? F de A égale F de B, alors il y a un point où la dérivée s'annule entre A et B. Si f est donc dérivable euh, sur l'intervalle AB. Donc ça ressemble un peu, sauf que A ce serait 0 et B ce serait plus infini. Bon, oui, sauf que bon, plus infini c'est pas réel, hein. Donc vous ne pouvez pas appliquer le théorème de Rolle. Alors soit vous refaites une démonstration un peu inspirée de ce qui a été fait avec le théorème de Rolle. Vous essayez d'adapter ça ou vous cherchez une autre idée, enfin je sais pas. Bon, faut avoir l'intuition déjà. Bon, comment ça marche? Alors pourquoi on va regarder la correction de d'Alexis Poindon. Ou pas. Si, on va la regarder sûrement, mais est-ce qu'il faut essayer de trouver une idée avant? Pourquoi est-ce que la dérivée devrait s'annuler alors? Entre 0 et plus infini, évidemment, hein. Tu l'as défini sur toute R là. On pourrait définir juste sur R+, par exemple. Euh, Pourquoi? Bah, l'idée c'est qu'on part de 0 et on arrive à 0 au même niveau, hein, à l'infini. Alors vous allez me dire c'est l'infini, c'est ça le problème. Alors soit la fonction est constante, il n'y a pas de problème, la dérivée est nulle. Si elle n'est pas constante, ben à un moment donné elle va monter ou descendre. Donc c'est un peu comme Roll, hein, monter ou descendre, et puis hop, on va rejoindre la tangente à l'infini. Donc on comprend l'intuition, en tout cas, on comprend intuitivement qu'il doit y avoir un point où la dérivée s'annule. Donc moi j'aurais plutôt fait une preuve en termes de considérer le maximum, et puis utiliser le théorème du maximum en fait. On a l'existence d'un maximum lorsqu'on est sur un fermé borné, donc il faut arriver à se ramener à un ensemble fermé borné sur lequel la fonction aura son maximum. Pour l'instant on n'est pas sur un fermé borné, on est sur R ou R+, hein. Et puis, à partir du moment où on a un maximum, fonction dérivable, si c'est un maximum en un point intérieur, la dérivée doit être nulle. Donc là, ce sera bon. Donc mon idée, ça aurait été plutôt de refaire une démonstration un peu similaire à celle de Roll. Donc on va regarder, on en reparlera éventuellement après de la façon dont je vois les choses, mais c'est pas évident parce que je l'ai pas rédigé. On va regarder ce qu'a fait Alexis Poindron, qui est bien aussi, qui est pas tout à fait la même idée, un petit peu différent. Pas beaucoup, mais bon, la présentation est quand même différente. Bon, il y a quand même en commun cette discussion, savoir si la fonction est constante ou pas. Bon. Alors, si la fonction est constante, le résultat est immédiat. Pourquoi? Parce qu'une fonction constante sur un intervalle, sa dérivée est nulle. Partout. Donc voilà, pas de problème. Supposons qu'elle soit pas constante. Alors, il y a un point constante sur R+, hein, c'est ça qu'il veut dire. Parce que la fonction est définie sur R, hein, mais le truc c'est, là le premier cas c'est si elle est constante sur R+. Bon, si elle n'est pas constante sur R+, alors il y a un point de R+, oula, peut-être pas inclure infini, tel que f de a différent de f0. Oui, puisqu'il n'est pas constant. Alors, on peut supposer f de a plus grand qu'f0? Oui, quitte à changer f en moins f, bon, on verra à la fin, hein. Regardons ce cas-là, on monte ce cas-là, et si jamais f de a est plus petit qu'f0, après on change f en moins f, on récupère la dérivée nulle pour moins f au lieu de f. Donc pas de problème, moins f' de c égale 0, c'est pareil que f' de c égale 0, ça revient au même. On suppose sans perte de généralité. D'accord, vous me suivez, j'espère? C'était la même chose, hein, pour la preuve du théorème de Rolle. Même genre de discussion. Ça commence un peu pareil. Donc supposons qu'il y a un point plus grand qu'f0. Alors, on regarde le dessin, c'est intéressant ce dessin. Vous avez 0, à l'infini, on tend vers 0, et il y a un point A
f est plus élevé, on va. Après, on regarde, K, c'est quoi ce truc-là? Bah, K, c'est simplement le milieu entre... Pourquoi il a écrit ça comme ça? Bon, on peut l'écrire comme ça, bien sûr, mais on peut aussi l'écrire sous la forme F0 plus F2A, le tout divisé par 2, tout simplement. C'est la moyenne entre F0 et F2A. K, c'est le milieu de F0 et F2A, tout simplement. D'ailleurs, le dessin est pas exact. Ouais, le dessin, on a l'impression que ça, c'est plus petit que cette distance-là. Un peu plus faible que celle-là. Enfin, K est censé être exactement entre les deux. Mais peu importe, bon, vous prenez K entre les deux. On s'en fiche. Mettons le milieu, oui, très bien. Alors, par construction, K est dans le segment, bah bien sûr, puisque c'est le milieu des deux points. F, alors, attendez, je vais arrêter de dire, il faut essayer de comprendre l'idée. Quelle est l'idée là? Donc, vous avez 0 là, à l'infini c'est pareil, il y a un point où F est plus grande que F0. Ah, et alors? Ah oui, donc l'idée c'est que si vous prenez une valeur intermédiaire comme K par exemple, eh bien cette valeur est atteinte sur cet intervalle, A plus infini. Pourquoi? Par théorème des valeurs intermédiaires. Parce que là, vous démarrez au-dessus de K, d'accord? Au-dessus de la valeur K, au point A, f de A plus grand que K. À l'infini, f de x, si on veut, à l'infini, est plus petit que K. Or, comment dire, l'image de l'intervalle A plus infini, c'est un intervalle par le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, comme grand K est dans l'intervalle f de A, f0, hein, bah, f0, vous allez me dire, c'est une valeur qui n'est pas prise. F0 exclu, hein, c'est pas grave. K sera dans cet intervalle. Par théorème des valeurs intermédiaires, il y aura un point C entre A et plus infini, donc plus grand que A, tel que f de C égale K. Et même chose de l'autre côté, la f de 0, K, f de A. Sur l'intervalle 0A, entre f0 et f de A, il y a K. Valeurs intermédiaires, forcément il y a un point B qui réalise la valeur K. Donc voilà, je ne sais pas si vous suivez bien. C'est pas complètement évident hein, comme raisonnement. C'est tout à fait correct. Pas mal. C'est un peu. Ouais, c'est peut-être un peu compliqué quand même. Donc on utilise deux fois le terme des valeurs intermédiaires là. Et maintenant, on va utiliser le théorème de Rolle. Parce que f de p égale f de c égale k. Donc entre les deux, il y a un point à la dérivée nul. Donc voilà, c'est ça cette démonstration. Une démonstration qui est proposée. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. C'est peut-être pas évident. Je trouve un peu compliqué quand même. Un peu compliqué. Et puis, qu'est-ce qu'elle nous apprend alors? Pas grand-chose. Donc moi, je propose une autre démonstration. On va se baser, bon, je ne l'ai pas rédigé, hein, peut-être qu'il faudrait que je le fasse, mais on peut essayer de raisonner sur ce dessin, comme support un peu. Une démonstration alternative qui me paraît un peu plus simple et qui me paraît plus instructive peut-être parce que euh, elle vous montre que une fonction continue peut avoir un maximum, même sur un intervalle qui est pas, sur un domaine qui n'est pas borné, quoi, qui n'est pas fermé borné. Comme ici, R+. On se place sur R+, la fonction a une limite en infini, et du coup, en fait, elle aura un maximum. C'est ça qu'on veut démontrer. Pardon. Enfin bon, sur cet exemple, avec f de 0 égale la limite en l'infini, on aura un maximum. Sinon, c'est peut-être pas vrai ce que je raconte. Hein. Prenez une fonction sur R+, qui a une limite à l'infini. Pourquoi est-ce qu'elle aura un maximum hein? Vous pouvez la prendre tangente, comme ça, croissante et tangente. Il n'y aura pas de maximum. Mais là, c'est pas le cas du tout. La limite en l'infini, c'est la même chose que la limite en un point du domaine, en f0. Donc c'est pour ça qu'entre les deux, il y aura un maximum. Intuitivement, c'est ce qu'on comprend, c'est ce qu'il faut démontrer. Alors comment on le démontre?
Bon, on peut démarrer pareil, hein, c'est-à-dire le cas constant, résultat immédiat. Si maintenant la fonction n'est pas constante, il y a un point, petit a, f de a différent de f0. Bon, supposons f de a strictement plus grand que f0. D'accord. Donc pour l'instant, c'est pareil. f de a strictement plus grand que f0. Et maintenant, je dis, qu'est-ce que je dis? Quelle est la différence par rapport à ce qui fait là? Un rond, là, bon, là, je vais utiliser la limite en infini égale f0. Je vais dire, pour x assez grand, f de x va être plus petit que ce f de a, puisqu'il va être autour de f de 0. Ah, je sais pas si c'est bien d'avoir mis ça en bleu. Pourquoi pas? Ça n'ajoute rien. Bon, je reprends. F de A, il est strictement plus grand que f de 0 qui est la limite en l'infini. Hein. Donc, comme on converge vers f de 0 à l'infini, je dis que pour x assez grand, f de x, il sera autour de f de 0. Il sera, comment dire, dans un petit... Ah, c'est pas mal ça. Il sera comme ça dans un petit tunnel, dans un petit cylindre, comment on peut dire, autour de f de 0, de la limite à l'infini. Vous me suivez ou pas? Si une fonction converge vers cette limite-là, et bien pour x assez grand, je dis que les f de x, la courbe elle est là-dedans, forcément. Si vous voulez là, comment dire, il y a epsilon. F de x moins la limite, plus petit qu'epsilon en valeur absolue. Donc vous pouvez vous arranger pour que on soit en dessous de la valeur f de a. Et bien conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? euh, Conclusion de quoi? Ok, après, donc à partir d'un certain rang, quel rang? Mince, pardon, je recommence. Ici, voilà. Donc, bon, mettons qu'on aille, bah, je vais aller jusqu'au point C, mettons. Pardon, je recommence. Je vais essayer d'aller jusqu'au point C, par exemple. Donc, supposons que le point C soit tel que, euh, à partir du point C, tous les f de x sont plus petits que f de a. Et a, c'est quoi? C'est un point quelconque tel que f de a plus grand que f de 0. Bon, maintenant je dis qu'entre 0 et C, il y a un maximum. Est-ce que je peux en conclure? Est-ce que je peux en conclure qu'il y a un point où les dérivés s'annulent? C'est ça ma question. Et c'est peut-être pas si clair. Bon, vous avez une suggestion à faire là? Je sais plus quelle était mon idée précise là. J'ai un peu du mal à la rédiger. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on arrive à montrer qu'il y a un maximum pour la fonction. Donc ça, c'est instructif. Il y a une fonction qui n'est pas définie sur un ensemble fermé borné, qui est continue et qui admet un maximum. Maintenant, il faut montrer qu'il y a un point où les dérivés s'annulent. C'est ça peut-être la difficulté que j'arrive pas finalement à surmonter là, j'ai l'impression, pas mon raisonnement. Bon, on va peut-être pas passer un quart d'heure. Je vais peut-être pas passer un quart d'heure à essayer de sauver mon raisonnement, parce que là, ça m'échappe là. Bon, cette démonstration est correcte. Je pense qu'on peut faire autrement. Si ça me revient, je vous rédigerai quelque chose que je mettrai sur l'épi. Ok, on va faire ça comme ça. Désolé. Bon, passons à autre chose. Où est-ce qu'on était? Qu'est-ce qu'il fallait faire d'autre? Qu'est-ce que je vous avais demandé? 35 bis 37, juin 17. 35 bis, c'est fait. 37, 37, il est beaucoup de calculs, je crois. 37, ah non, ça va, c'est pas trop méchant. Bon, il est corrigé aussi par point de rond, celui-là aussi. Hein. Bon là, en fait, c'est des développements limités qui sont pas en zéro. Mais pas grave, on se ramène en zéro par un changement de variable à chaque fois. On peut regarder ce qu'il a fait encore une fois. C'est où? Ah, le problème, c'est que je sais pas où c'est. Je pense que c'est dans cette feuille. Mais voilà, c'est ça. Donc, bah, à chaque fois, vous ramenez en zéro par un changement de variable. Voilà. Si vous voulez log de x au voisinage de a, là, vous posez x égale a plus h. Ce qui vous intéresse, c'est quand x est proche de a. C'est-à-dire x égale a plus quelque chose. Quelque chose qui va tendre vers 0.
Bon, x égale a plus h, autrement dit h égale x moins a. Et vous faites un développement limité. Après, alors de quoi? Donc ici, log de a plus h, est-ce qu'on connaît? Non, on connaît log de 1 plus h. Il vaut mieux que a soit positif, hein. Si vous faites tendre a vers 0 avec le log, hein. Bon. On connaît log de 1 plus h. Donc, on va factoriser petit a, ça paraît naturel. On va avoir du 1 plus. Bon, c'est pas h, mais ça ressemble beaucoup quand même. Euh, donc, c'est pas gênant d'avoir h sur a à la place de h, d'accord? C'est un changement. Bon, c'est des techniques standards de changement de variable, hein. Factoriser petit a. Et là, heureusement, la fonction log est un morphisme de groupe, pour parler en termes algébriques, transforme les produits en somme. Le log du produit, c'est la somme des logs. Ça, c'est une constante. Ça, on connaît. D'accord? Par composition de développement limité. Donc, pas de difficulté. Bon, je sais pas si on va regarder ça ou... On regarde un ou deux encore? Je voudrais faire autre chose, là. J'en ai assez des développements limités. 1 plus x puissance alpha, voisinage de 1. Mais ça, on connaît, ça. Ah, voisinage de 1. Pardon. C'est au voisinage de 0 qu'on connaît. Voisinage de 1. Donc, bah, c'est pareil, on va faire un petit changement de variable, là. Il est là. Alors, x c'est 1 plus h. Voilà, c'est ça. Donc on obtient du 2 plus h. Vous factorisez le 2. Voilà, pas de difficulté particulière. Bon, etc. Bon, laisse tomber. Passe à autre chose. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit juin 17. Je suis pas sûr de l'avoir ouvert, celui-là. Il faut que je le cherche. Ça va être rapide normalement. Euh, Juin 17. C'est ça. Ok. Donc ça, bon, l'exercice là, celui-là, on l'a déjà fait, non? Je sais plus. Bon, bref, c'est sur les suites. Regardez ça, faut réviser les suites, hein. N'oubliez pas tout le travail qu'on a fait sur les suites. Les suites récurrentes, un plus 1 égale fun. Comment ça marche? Si f est croissante, si f est décroissante. Euh, Oui, en passant d'ailleurs, la dernière fois en cours, le premier résultat que j'ai montré, c'est l'existence d'un point fixe pour une fonction continue sur un segment fermé borné dans lui-même. Vous vous souvenez? Alors ça peut avoir de l'intérêt pour les suites récurrentes. Parce que les limites, c'est quoi les limites? Qu'est-ce qu'elle vérifie les limites? Elle vérifie L égale f de L. Vous vous souvenez? Si un tend vers L, fun tend vers f de L, f continue, et un plus 1 tend vers L, donc L égale f de L. Donc ça peut avoir de l'intérêt pour démontrer, enfin comment dire, pour montrer qu'il peut exister une limite à une suite définie par une récurrence de ce type-là. Quand vous arrivez à trouver, disons, un intervalle fermé borné dans lequel vous avez votre condition initiale qui est stable par f. Si f est stable à un intervalle fermé borné, dans lequel vous avez votre u0, alors vous êtes sûr que dans cet intervalle en question, eh bien, il existe un point fixe, hein, donc peut-être que au moins il y a un candidat à être une limite, hein, c'est déjà ça. Bon, passons. Développement limité, alors non, 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 pas le bol. Il y a autre chose? Ah non, non, non. Bon, alors ça, si, ça c'est bien ça. Ça c'est bien et ça correspond à un exercice dans le poly d'exercice aussi juste un tout petit peu différent parce qu'il y a un 4 et un 2 là je crois. Et puis là c'est moins de 2 peut-être. Enfin bref, c'est quasiment la même fonction. Euh, Alors comment ça marche? Bon, ça commence par une question sur les développements limités. Bon allons-y, on l'a fait quand même. Comment ça marche? Alors c'est... Qu'est-ce qu'on fait? On connaît ça? Ça fait pas partie de la liste que je vous ai demandé d'apprendre par cœur. Qu'est-ce que je vous ai demandé d'apprendre par cœur? Cosinus, sinus, exponentielle. Qu'est-ce qui reste? Log? 1 plus u? Ah, il y a 1 plus x puissance alpha. Alors voilà, c'est ça. 1 plus quelque chose puissance 1,5. Donc on connaît. 1 plus u puissance 1,5. 1 plus u puissance 1,5, ça marche comment? Je vous ai dit, vous faites comme le binôme de Newton.
Au moins, c'est un truc mnémotechnique. Donc on y va. 1 puissance, bon, enfin 1 plus 1 demi de u, plus 1 demi fois 1 demi moins 1, u carré sur 2 factoriel. Oui, ça c'est l'espèce de CNK là, de C 1 demi 2 en fait, pour n égale 1,5, si on peut dire. Et donc si on voulait aller l'ordre suivant, ce serait quoi? Ce serait 1,5 fois 1,5 moins 1 fois 1,5 moins 2 fois u carré sur 3 factoriel. Mais on ne va pas à l'ordre suivant, c'est pas la peine, parce qu'on vous demande ordre 2 simplement. D'accord. Donc voilà, on obtient ça. Après, qu'est-ce que je veux? C'est racine de 1 moins x2, donc je remplace u par x2, ou par moins x2 plutôt, là-dedans. Je garde les termes d'ordre 2, en fait il y aura juste ce terme-là. Là, degré 4. Ok, pas difficile. Bon, c'est la suite que je voulais qu'on regarde ensemble. La suite, c'est quoi? La fonction f est-elle continue? Quelle fonction? Cette fonction-là. Est-elle continue en 0? Alors, toujours, hein, vous avez intérêt à lire tout l'énoncé, que vous commencez un exercice. On vous demande si la fonction est continue. Bon, peut-être que la réponse est simple, hein, mais bon, peu importe. Après, on vous demande la dérivée en tout point. Limite éventuelle de croissement de f en 0. Bon, il y a des chances que la fonction soit continue en 0, hein, sinon on vous poserait pas ce genre de questions. À savoir si f' de 0 existe, en gros. Déjà, si elle n'est pas continue en 0, il n'y a pas de dérivée en 0, c'est pas possible. Il ne pourra certainement pas y avoir de limite pour le taux de croissement de f en 0 si la fonction n'est même pas continue en 0. C'est ça que je veux dire. Simplement. Donc voilà, donc vous avez la réponse à votre question d'après les questions suivantes. D'après l'énoncé des conditions suivantes. Bon, est-ce qu'elle est continue au point 0? Donc on va regarder limite f de x moins f de 0. Que veut f de 0? F de 0 par convention, c'est 1. Alors f de x, c'est ça. Donc utilise le développement limité d'avant. Est-ce que ça tend vers 1? Bah oui. D'accord, donc je vais vite, hein, il n'y a pas de difficulté particulière. Hein. Vous remplacez ça par son développement limité. Il vous reste 1 plus 1,5 de x, plus petit o de x. Vous suivez, j'espère, toutes ces histoires de petit o de x divisé par x, ça fait petit o de... Pardon, petit o de x carré divisé par x, ça fait un petit o de x. J'espère que vous suivez ce genre de choses. Rappelez-vous, qu'est-ce que c'est petit o x2? C'est x2 fois une fonction qui tend vers 0. Donc x2 fois epsilon de x. x2 fois epsilon de x divisé par x, ça fait x fois epsilon de x. D'accord? Voilà, donc c'est pour ça que vous obtenez un petit o de x. Donc pas de problème, elle est continue. Après, on vous demande le taux d'accroissement x non nul. Alors donc vous prenez votre, vous dérivez ça pour x non nul. Pourquoi pour x égale 0? Bon, pour x non nul, allons-y. Bon, comment ça marche? Bon, bah faut développer u'v moins uv' sur v2. Hein. Donc ça c'est u'. X, c'est le v. U, il est là. V', il vaut 1 sur v2. C'est ça, hein? Dérivé de u sur v. Hop, ça vous fait un truc comme ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas beau ça. Qu'est-ce qu'on veut? Quelle est la question? Calculer les dérivées en tout point non nul. Bah on l'a la dérivée, ça y est. Bon là je l'ai mise, oui c'est pas beau aussi, c'est pas si moche. Alors faut pas laisser, bon quand vous faites ce genre de calcul, vous laissez pas sous cette forme, hein, vous essayez de simplifier un peu tout, hein, évidemment. Donc vous mettez au même dénominateur, il y a peut-être des termes qui se simplifient. Bah oui, il doit y avoir des termes simplifiés, parce que là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y a 5 termes là. Hein. Non, oui c'est ça. Et au bout du compte il n'y en a plus que 2. Donc il y a des simplifications. Il y a le x qui se simplifie évidemment. Le 1, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi moins 1? Il y a une erreur là? Bon, faudra refaites les calculs par vous-même, mais je pense qu'il n'y a pas d'erreur de calcul. On trouve ça comme expression. On continue un peu, termine cet exercice, peut-être on arrêtera après. Hein. Euh, ok. Question d'après, c'est taux de croissement 0, je crois. Ah non. Si, c'est ça.
Taux d'accroissement de f en 0. Alors comment on fait le taux d'accroissement de f en 0? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dériver directement cette fonction? Bah, parce que la fonction n'est pas définie. Déjà au point 0, vous ne pouvez pas la définir comme ça, hein. Vous ne pouvez pas diviser par 0. Ça va pas. Donc au point 0, la fonction n'est pas définie par cette expression. Donc si vous voulez la dériver en 0, vous ne pouvez pas dériver cette expression f de x et faire x égale 0 à la fin. Non, ça n'ira pas. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc vous devez revenir à la définition de la dérivée. La définition de la dérivée, c'est la limite du taux d'accroissement. Donc on y va. Ici, taux d'accroissement de f en 0. f de x moins f de 0 sur x moins 0. Par contre, là, le x sera non nul, si vous voulez. Vous allez faire la limite quand x tend vers 0, de f de x moins f de 0 sur x moins 0, pour x non nul. Donc, le f de x, vous allez pouvoir remplacer soit par l'expression avec les racines, soit directement, puisque finalement, on s'en sort très bien comme ça, c'est pas la peine d'avoir l'expression générale, directement avec le développement limité qu'on avait calculé ici. 1 plus 1,5 de x plus petit o de x. D'accord? Le f de x, c'est ça, hein. Donc vous pouvez reporter le f de x dans le taux d'accroissement. Mais vous pouvez aussi mettre directement son développement limité, puisque c'est ce qui nous intéresse pour prendre les limites à la fin. C'est ce que j'ai fait. f de x c'est 1 plus 1,5 de x plus petit o de x. Je retire 1, il reste 1,5 de x plus petit o de x divisé par x. Pas de problème, ça tend vers 1,5. Donc il y a bien une limite, au taux d'accroissement, il y a bien une dérivée en 0 qui vaut 1,5. D'accord. Est-ce que la fonction dérivée est continue? Au point 0. La fonction dérivée hors de 0, c'est ça. Elle est continue, pas de problème. C'est bien défini partout, bon. Hors de 0, hein. Pas de problème avec le x2. Au point 0, elle vaut 1,5. Ah, est-ce que 1,5 c'est la limite de ça? C'est ça la question. Est-ce que quand x tend vers 0, cette quantité-là tend vers 1,5? Pour x différent de 0, f' égale ça. Alors là, j'ai utilisé le développement limité de racine de 1 moins x2, là. On avait au début. Là, je ne l'utilise pas en dessous, parce que ça me sert à rien. Donc, pourquoi je fais pas en dessous? Parce qu'en dessous, si vous voulez, j'ai pas... En tout cas, avec le racine de 1 moins x2, j'ai pas de problème d'indétermination, hein. Quel est le souci là pour calculer qu'est-ce qu'on cherche? La limite quand x tend vers 0. Le problème c'est l'indétermination quand même, 0 sur 0. D'accord? Quand x tend vers 0, c'est envers 1. Donc en haut 0, en bas 0, à cause du x2. En fait, quand je fais mon développement limité ici de la racine de 1 moins x2, je vais avoir un terme x2 qui va simplifier avec le x2, il n'y aura plus d'indétermination. Et le racine de 1 moins x2, j'ai pas besoin d'y toucher, autant le laisser comme ça. Si vous voulez, vous pouvez le remplacer par ça, mais ça change rien, ça sert à rien du tout. Autant le garder comme ça. Donc voilà. Donc je lève l'indétermination en simplifiant par x2 une fois fait le développement limité de racine de 1 moins x2. D'accord? Et après, c'est bon. Je passe à la limite 1,5 sur 1. Donc ça fonctionne. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut arrêter? On n'arrête pas? On continue? Ou on arrête? On arrête, hein. Donc voilà. Soyez plus... j'en sais rien. Soyez plus actifs à la limite, hein. Enfin, vous pouvez intervenir, hein, vous pouvez... Bref. Bon, à bientôt alors. Merci.